Mes parents ont pris la défense de mon frère après qu'il m'a trahi avec ma femme. Alors, j'ai récupéré la maison, l'héritage, et je l'ai laissé en service de réanimation pendant qu'ils étaient rayés de ma vie pour toujours. Je dois d'abord vous parler de la maison, car c'est là que tout a commencé et que tout s'est terminé. Quand mon grand-père est décédé il y a 8 ans, la succession a dû être liquidée. Mes parents n'avaient pas les moyens de racheter la propriété et mon frère, Bastien, n'était absolument pas en position d'aider. J'étais le seul avec un dossier de crédit solide et un revenu stable. Alors, j'ai pris mes responsabilités, j'ai contracté un prêt immobilier, j'ai racheté la demeure et je l'ai gardée dans la famille comme tout le monde le souhaitait. C'était une grande maison de maître, sur 3 étages, avec assez d'espace pour que mes parents occupent le rez-de-chaussée. Chloé et moi avions l'étage supérieur, et Bastien squattait le sous-sol aménagé chaque fois qu'il se retrouvait entre 2 locations, ce qui arrivait souvent. Son salaire de responsable de salle dans la restauration ne criait pas vraiment la stabilité financière, mais personne n'en parlait. C'était lui le boute-en-train, le charismatique, l'enfant prodige qui ne faisait jamais de mal. Moi, j'étais le responsable. Celui qui gérait les comptes, payait la taxe foncière, réparait les fuites d'eau à 2 heures du matin et s'assurait que le crédit était payé à temps chaque mois. Tout le monde traitait l'endroit comme un bien communautaire. Les déjeuners du dimanche dans la grande salle à manger, les fêtes avec toute la famille élargie, les cousins qui débarquaient à l'improviste, c'était la maison de famille des Morel, n'est-ce pas? Sauf que mon nom était le seul sur l'acte de propriété. Ils semblaient tous oublier ce détail, surtout Bastien. Il racontait aux gens qu'il en hériterait un jour, comme si c'était un droit de naissance. Mes parents souriaient et hochaient la tête, planifiant déjà leur retraite en pensant qu'ils resteraient là pour toujours. Je ne les ai jamais contredits. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était la famille. Après 6 ans de mariage avec Chloé, tout allait bien, du moins je le pensais. Elle gérait son entreprise de décoration d'intérieur et je travaillais comme analyste financier à la Défense. Nous avions nos routines, notre espace, notre vie. Elle travaillait tard parfois, moi aussi, des trucs de couple normaux. Puis, de petits détails ont commencé à s'accumuler. Les habitudes de Chloé avec son téléphone ont changé. Elle prenait ses appels dans l'autre pièce, détournait son écran quand je passais. Rien de spectaculaire, juste une différence. Puis il y a eu ces soirées tardives sur des chantiers clients qui semblaient durer plus longtemps qu'avant. Je rentrais et elle se préparait à sortir, ou elle était déjà partie. Ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est quand j'ai remarqué que l'emploi du temps de Bastien correspondait au sien. Les dîners de famille où il venait normalement? Soudain, il était occupé les mêmes soirs où Chloé travaillait tard. Il dormait chez un ami au lieu de rentrer. Elle m'envoyait des SMS disant qu'elle prenait un hôtel près d'un projet parce qu'elle était trop fatiguée pour conduire. Je ne suis pas idiot, mais je ne suis pas non plus du genre à accuser sans preuve. Mardi dernier, je cherchais nos papiers d'assurance dans la voiture de Chloé. Elle avait pris la mienne pour une révision et je devais déclarer un sinistre après un orage. Boîte à gants, console centrale, rien. Puis j'ai vérifié le vide-poche de la portière conducteur. Un reçu d'hôtel. Le Grand Hôtel à Chartres, à 2 villes de là. Date d'il y a 3 semaines. Une de ces nuits où elle disait rester près d'un projet. J'ai vérifié mon téléphone, j'ai relu les messages. C'était la même nuit où Bastien disait dormir chez un pote parce qu'il avait trop bu après le service. Un froid glacial s'est installé dans ma poitrine. Je n'ai pas fouillé son téléphone, je n'en avais pas besoin. Je suis resté assis dans cette voiture pendant 20 minutes, tenant ce reçu, regardant la date devenir floue sous mes yeux. Puis je l'ai remis exactement là où je l'avais trouvé, j'ai pris les papiers d'assurance sous le siège passager où ils étaient depuis le début, et je suis rentré. Ce soir-là, au dîner, nous n'étions que nous 4, mes parents étant chez ma tante. Je les ai observés. Vraiment observés. La façon dont les yeux de Chloé cherchaient ceux de Bastien quand elle pensait que je ne regardais pas. La façon dont il souriait à son téléphone et elle vérifiait le sien juste après. La façon dont ils ont tous les deux tendu la main vers la bouteille de vin en même temps, leurs doigts se frôlant une seconde avant qu'ils ne se retirent comme s'ils s'étaient brûlés. J'ai fini mes pâtes, je me suis servi un autre verre de vin et j'ai pris ma décision. Et ai-je dit sur un ton décontracté. Organisons un grand dîner de famille ce dimanche. Tout le monde ici, j'ai quelque chose dont je dois parler à tout le monde. Chloé a levé les yeux. À quel sujet? Juste des trucs pour la maison. De la logistique. Rien de grave,
mais je veux que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Mes parents seraient faciles à réunir, ils vivaient là. Bastien se faisait rare ces derniers temps, mais il viendrait pour un repas de famille, il le faisait toujours. Bien sûr, a dit Chloé, sa voix un peu trop aiguë. Ça marche. Bastien n'a pas quitté son écran des yeux. Ouais, peu importe. Je serai là. Mais je l'ai vu. J'ai vu sa mâchoire se crisper. J'ai vu ses épaules se raidir. J'ai souri. Super. Dimanche à 18h. Je prendrai des entrecôtes chez le boucher. La façon dont la mâchoire de Bastien s'est serrée quand j'ai dit ça m'a tout confirmé. Et la façon dont Chloé a saisi son verre de vin avec des mains tremblantes m'a prouvé qu'elle savait que je savais. Parfait. Qu'il transpire. Dimanche est arrivé. J'ai acheté les entrecôtes comme promis. Des pièces de premier choix, maturées, de la boucherie du centre-ville. Si je devais faire exploser ma famille, autant que nous mangions bien d'abord. Mes parents sont arrivés à 17h30 comme d'habitude. Ma mère a apporté une salade, mon père du vin. Bastien est arrivé à 17h55, juste avant que ce ne soit impoli. Chloé avait passé la journée à nettoyer la cuisine nerveusement, vérifiant son téléphone toutes les 3 minutes. Nous nous sommes installés à 18h15. La grande table de salle à manger, celle que mon grand-père avait fabriquée lui-même. Un héritage familial. Tout le monde était à sa place habituelle, mon père en bout de table, ma mère à sa droite, Bastien face à moi, Chloé à mes côtés. J'ai grillé la viande. On a parlé de tout et de rien. La météo, le foot, le club de lecture de maman. Bastien était silencieux, ce qui ne lui ressemblait pas. Chloé ne cessait de remplir son verre. Mes parents ne remarquaient rien ou faisaient semblant. J'ai attendu le dessert. Maman avait apporté une tarte, alors j'ai posé ma fourchette. Je veux parler de ce que j'ai mentionné. Les affaires de la maison. Mon père s'est redressé. Tout va bien pour le prêt? Le prêt va très bien. J'ai regardé Chloé, puis Bastien. Je veux parler de respect, de famille et de ce qui se passe quand les gens profitent de la générosité des autres. La température dans la pièce a chuté de 20 degrés. De quoi parles-tu? A demandé maman. J'ai gardé une voix calme, posée. Chloé et Bastien couchent ensemble depuis des mois. La fourchette de Chloé a claqué sur son assiette. Bastien s'est figé. Quoi? A commencé papa. J'ai des reçus d'hôtel, ai-je continué. Des emplois du temps qui correspondent, des relevés téléphoniques que je peux obtenir si besoin, mais je ne pense pas en avoir besoin car aucun des deux ne nie les faits en ce moment. Chloé a commencé à pleurer. Pas des pleurs gracieux, mais des sanglots laids, saccadés. C'est juste arrivé, a-t-elle balbutié. On ne voulait pas, ça ne devait pas. Ça ne devait pas quoi, ai-je demandé. Durer aussi longtemps? Être découvert? Bastien a enfin levé les yeux et, vous savez quoi? Il a souri. Un vrai sourire méprisant. Allez, mec. À quoi tu t'attendais? Tu travailles tout le temps, tu n'es jamais là. Il fallait bien que quelqu'un s'occupe d'elle. J'ai connu beaucoup de situations tendues dans ma vie, des négociations professionnelles, des clients hostiles. J'ai appris à rester neutre. Mais là, c'était mon frère. Le gars que j'avais sorti de dette 2 fois, pour qui j'avais été garant pour son appart, qui vivait chez moi gratuitement depuis 4 mois, en train de me dire qu'il m'avait rendu service en baisant ma femme. D'accord, ai-je dit. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. Tout le monde se calme, la voix de ma mère a coupé court au silence. Ne disons pas des choses que nous regretterons. Trop tard pour ça, ai-je répliqué. Mon père s'est levé. C'est une affaire de famille. On règle ça en privé, de façon rationnelle. Je suis rationnel. Ma mère s'est tournée vers Bastien, sa voix plus douce. À quoi pensais-tu? Maman, a-t-il commencé. Et toi? Elle a regardé Chloé. C'est inacceptable. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il comprenait. Puis ma mère s'est tournée vers moi. Mais Bastien a fait une erreur. Il reste ton frère. Tu dois penser à ce qui est le mieux pour la famille. Je l'ai fixé. Ce qui est le mieux pour la famille. Cette maison, a dit mon père en désignant la pièce. Cette famille, c'est plus grand qu'un simple incident. On fait tous des erreurs. Un incident?
Vous savez ce que je veux dire? Ne surréagis pas. La voix de mon père avait ce ton autoritaire qu'il utilisait quand il attendait que je rentre dans le rang. Bastien a déconné. Chloé a déconné. Mais détruire la famille pour ça? Ce n'est pas nous. Ma mère a acquiescé. On peut surmonter ça. Allez voir un conseiller. Mais tu ne peux pas juste. Tu dois être la personne la plus mature ici. La personne la plus mature. J'ai regardé Bastien. Il m'observait avec une expression calculatrice, comme s'il attendait de voir s'il avait gagné. J'ai regardé Chloé, pleurant toujours dans ses mains. J'ai regardé mes parents se positionnant déjà en médiateur, comme s'il s'agissait d'une petite dispute réglable avec une discussion. Vous avez raison, ai-je dit. Tout le monde s'est détendu, juste un peu. Vous avez tout à fait raison. J'ai besoin de temps pour réfléchir. C'est beaucoup. Je vais aller à l'hôtel quelques jours pour me vider la tête. C'est très mûr, a dit mon père avec soulagement. Ma mère a serré ma main. Tu verras. Le temps guérit tout. On est une famille. J'ai hoché la tête. Ouais, la famille. Chloé a levé les yeux, un espoir brillant dans son regard. On pourra parler quand tu seras prêt. Bien sûr, ai-je dit. Quand je serai prêt. Bastien s'est calé dans sa chaise, son petit sourire de retour. Content de voir que tu es raisonnable, mec. Raisonnable. Je me suis levé et j'ai commencé à débarrasser les assiettes. Le moi habituel, serviable. Je vais faire un sac ce soir. Pour donner à tout le monde de l'espace. J'ai fait la vaisselle, j'ai dit bonne nuit à mes parents. J'ai laissé ma mère m'embrasser devant la porte. Tu fais ce qu'il faut, a-t-elle murmuré. Prends le temps de te calmer. On s'en sortira ensemble. Je sais, ai-je répondu en lui rendant son étreinte. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que j'avais récupéré l'acte de propriété le vendredi après-midi à la chambre des notaires. J'avais passé ma pause déjeuner à m'assurer que mes souvenirs étaient bons. Le nom dessus n'était pas Famille Morel. Ce n'était pas Succession Morel. C'était le mien, uniquement le mien. Et le temps qu'ils s'en rendent compte, il serait bien trop tard. Lundi matin, j'étais dans le cabinet de Maître Wolf à 9h pile. Une avocate spécialisée en divorce, du genre à ne rien laisser passer. Expliquez-moi tout, a-t-elle dit. J'ai tout déballé. 6 ans de mariage, un contrat de mariage en séparation de biens sur lequel j'avais insisté. Chloé l'avait signé sans broncher à l'époque. Elle était amoureuse, j'étais pragmatique. Le contrat était blindé. Clause d'infidélité, protection des actifs, la totale. Elle récupère ses effets personnels, a dit Maître Wolf en parcourant le document. Ses vêtements, ses bijoux offerts, sa voiture. C'est tout. C'est parfait. Vous êtes sûr? Pas de réconciliation? J'ai pensé au sourire de Bastien, à ma mère me disant d'être plus mûr. Je suis sûr. Bien. Je déteste perdre mon temps. Les papiers seront prêts mercredi, signifiés par huissier vendredi. Il me les faut plus vite. Fin de journée aujourd'hui. Signifié demain matin. Elle a levé les yeux. C'est agressif. Je paie pour de l'agressif. Elle a souri. Je vous aime bien. C'est comme si c'était fait. Mon deuxième rendez-vous était à 11h. Maître Girard, avocat en droit immobilier. Parlez-moi du bien, a-t-il dit. Maison bourgeoise, 3 étages. Acheté il y a 8 ans. Le prêt est à mon nom seul. Le titre de propriété aussi. Mes parents, ma femme et mon frère y vivent comme invités. Pas de bail, pas de contrat de location, rien d'écrit. Il paie un loyer? Non. Il contribue un peu aux charges, c'est tout. Il s'est calé dans son fauteuil. Donc, légalement, ce sont des occupants sans titre. Vous voulez qu'ils partent? Tous. Je peux rédiger les avis d'expulsion. Le délai standard est de 30 jours. 30 jours, ça me va. Je veux que ce soit propre. Signifié en même temps que les papiers du divorce. Demain matin. Il a sifflé. Une attaque nucléaire simultanée. Il s'en doute? Il pense que je suis à l'hôtel pour me calmer. Mon Dieu, a-t-il souri. D'accord, vous aurez tout ce soir.
Ma dernière étape était chez le notaire pour la succession. Ma grand-mère maternelle avait laissé une somme conséquente il y a 5 ans, environ 400 000 € bien investis. Elle voulait quelqu'un de responsable pour gérer ça. C'était moi, l'exécuteur avec plein pouvoir sur les distributions. Mes parents et Bastien étaient bénéficiaires. Ils comptaient sur cet argent pour leur retraite, leur filet de sécurité. Je veux les retirer de la liste des bénéficiaires, ai-je dit. Vous avez ce pouvoir, a répondu le notaire. Une raison particulière? Dispute familiale. Ils ont fait un choix. Je fais le mien. Je préparerai les amendements aujourd'hui. Les bénéficiaires recevront la notification formelle par courrier d'ici la fin de semaine. Faites-le. Les papiers étaient prêts à 19 h. Dans ma chambre d'hôtel, j'ai tout signé. Demande de divorce. Avis d'expulsion. Amendement du fonds de placement. 47 pages au total. Le démantèlement complet de tout ce qu'il tenait pour acquis. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Bastien, maman dit que tu vas mieux. Content de l'entendre, mec. Prends ton temps. J'ai fixé ce message longtemps. Ce ton décontracté, l'hypothèse que j'étais en train de guérir et d'accepter ce qu'ils avaient fait. Ils pensaient vraiment que j'allais pardonner. Ils pensaient que la famille signifiait que je devais tout avaler. Ils avaient tort. J'ai répondu, ouais, j'y vois plus clair. À bientôt. Puis j'ai envoyé les documents signés à mes avocats. Mardi après-midi, 3 huissiers différents étaient programmés. Un pour Chloé à son studio à 10 h, un pour Bastien au restaurant à 11 h, un pour mes parents à la maison à midi. Je voulais qu'ils soient frappés séparément pour qu'ils aient ce moment de réalisation individuelle avant de pouvoir se concerter. Mon téléphone a commencé à exploser à 10 h 34. Chloé, maman, numéro inconnu. Bastien. J'ai éteint le son et j'ai posé le téléphone face contre table. Puis j'ai ouvert mon ordinateur pour chercher des entrepreneurs en rénovation. Je voulais effacer toute trace de maison familiale. Nouvelle peinture, nouveaux meubles, une remise à zéro complète. Qu'ils paniquent. Qu'ils comprennent enfin ce que l'on ressent quand le sol se dérobe sous ses pieds. Je n'ai pas répondu au téléphone pendant 48 heures. Chloé a appelé 23 fois le premier jour. Ma mère 18. Bastien a laissé 7 messages, de plus en plus agressifs. Mercredi après-midi, j'ai écouté les messages. Pas parce que je m'en souciais, mais pour entendre la progression. Le premier message de Chloé était en sanglots, s'il te plaît, les papiers disent que. Je ne comprends pas. La panique de ma mère, chérie, il y a une erreur. On a reçu un avis pour la maison. Rappelle-nous immédiatement. La colère de Bastien, c'est quoi ces conneries d'expulsion? Rappelle-moi tout de suite. Jeudi matin, ils ont débarqué à l'hôtel. On sait que tu es là, a crié mon père derrière la porte. Je suis allé près de la porte sans ouvrir. Que voulez-vous? On veut parler face à face, a dit ma mère. On parle, là. Ouvre cette porte, a exigé mon père. Non. Un silence. Puis maman, plus douce, mon cœur, s'il te plaît. On est une famille. Vous aviez une chance d'agir comme une famille dimanche soir, ai-je dit. Vous avez choisi de le protéger lui. C'est ton frère, maman, mais c'était ma femme, et vous m'avez dit d'être plus mature. Alors je le suis. Je me retire de cette situation. Tu ne peux pas nous jeter de chez nous, a crié mon père. Ce n'est pas chez vous. C'est ma maison. Vous étiez des invités. Maintenant, vous ne l'êtes plus. On t'a élevé dans cette maison. Non. Vous m'avez élevé dans la maison de grand-père. Puis il est mort et je l'ai racheté. C'est différent. Vous avez 30 jours. Je vous suggère de commencer les cartons. Vendredi soir, Bastien est arrivé à l'hôtel, ivre. Je l'ai entendu hurler à la réception. Je suis descendu dans le hall. Je suis là. Il s'est retourné, les yeux injectés de sang. Espèce de sale type, a-t-il dit en s'approchant. Tu nous vires de chez nous? Ce n'était jamais chez toi. C'était la maison de grand-père, payée avec mon argent. Il s'est approché tout près, il sentait le whisky. Tu te crois tellement mieux que tout le monde. Avec ton boulot parfait, ta vie parfaite. Il m'a bousculé. Pas fort, mais assez.
La sécurité de l'hôtel est intervenue en 30 secondes. Ils l'ont maîtrisé pendant qu'il hurlait des menaces. J'ai déposé plainte et demandé une ordonnance de protection, que j'ai obtenue le samedi matin. Les 28 jours suivants ont été calmes. Les avocats géraient tout. Le jour 30 est arrivé. J'avais déjà engagé des déménageurs pour moi, changé les serrures et mis à jour le système de sécurité. La maison était vide. Ils étaient partis la veille, espérant sans doute que je change d'avis. À 16 heures, je suis arrivé avec mes premiers cartons. C'est là que j'ai entendu des pneus crisser. Le pick-up de Bastien a dérapé dans l'allée. Il est sorti, titubant. « Tu l'as vraiment fait » a-t-il dit, la voix rauque. « Tu as tout pris. Tu dois partir. Tu violes une ordonnance de protection. » « Une ordonnance » a-t-il ri, amer. « Tu penses qu'un papier m'empêchera de récupérer ce qui est à moi? Cette maison aurait dû être à moi. Grand-père l'avait dit. Grand-père est mort, et il l'a vendu à la succession qui me l'a vendu. Il a avancé. Tu as volé mon avenir. Non, j'ai construit le mien. Tu étais trop occupé à baiser ma femme pour construire le tien. C'est là qu'il a chargé. Le premier coup de poing était mou mais rapide. J'ai esquivé. Bastien a toujours mené du droit quand il était saoul. C'est ta dernière chance, va-t'en, ai-je prévenu. Il s'est retourné, fou de rage. Tu ne me dis plus quoi faire. Il est revenu à la charge. Cette fois, j'étais prêt. Je fais de la boxe et du MMA depuis 3 ans pour évacuer le stress. Bastien, lui, passait ses nuits à boire. J'ai saisi son bras, j'ai utilisé sa propre force contre lui. Il a percuté le béton de l'allée violemment. Reste à terre, ai-je dit. Il s'est relevé, le regard sauvage. Il s'est précipité vers le garage resté ouvert. Il en est ressorti avec un râteau de jardin en métal, lourd et long. Tu veux tout me prendre? Je vais te prendre quelque chose, moi. Il a balancé le râteau comme une batte. J'ai plongé. Le métal a sifflé au-dessus de ma tête et a explosé la vitre de ma voiture. La voisine a hurlé qu'elle appelait la police. Il a encore frappé. Cette fois, je suis entré dans sa garde, j'ai saisi le manche, j'ai tordu. On a lutté. J'ai tiré fort. Il a lâché prise, emporté par son élan. J'ai jeté le râteau loin sur la pelouse. Il a chargé à nouveau, par pure rage. Il m'a percuté aux côtes avec l'épaule, et on est tombés tous les deux. Il a réussi à me mettre un coup au visage, mais j'ai dégagé mon genou pour le repousser. On s'est relevé. Bastien, arrête. Il a tenté de reprendre le râteau, le levant au-dessus de sa tête comme une hache. Là, j'ai arrêté de me retenir. J'ai envoyé un coup de poing dévastateur dans son plexus solaire. Tout l'air est sorti de ses poumons. Il s'est plié en deux et j'ai fauché ses jambes. Il est retombé sur le béton, très lourdement. Cette fois, il est tombé mal. J'ai entendu le craquement. Il a hurlé, roulant sur le côté, tenant son bras. L'avant-bras était plié selon un angle contre nature. Ne bouge plus, ai-je dit. Tu t'es cassé quelque chose. Tu m'as cassé le bras. Tu m'as attaqué avec une arme. Reste là. Il a essayé de se relever, mais la douleur a pris le dessus. Il est devenu livide et s'est effondré. Les sirènes approchaient. L'ambulance est arrivée, puis la police. Bastien avait le bras cassé, au moins 2 côtes brisées et une possible commotion cérébrale. Ils l'ont emmené en urgence. J'ai donné ma déposition. Les voisins ont tout confirmé. Légitime défense évidente, a conclu l'officier après avoir vu les vidéos de mes caméras. Il sera poursuivi pour agression à main armée et violation d'ordonnance de protection. Je porte plainte, ai-je ajouté. À 19 h, ma mère a laissé un message hystérique, Bastien est en réanimation. Ils disent que tu l'as attaqué. Comment as-tu pu? C'est ton frère. Supprimé. Mon père, tu es allé trop loin. C'est une agression physique. J'appelle l'avocat. Supprimé. Chloé, j'ai appris ce qui s'est passé. Est-ce que tu vas bien? Trop peu, trop tard. Supprimé. À 2 h du matin, dernier message de maman, ils disent qu'il pourrait avoir des séquelles nerveuses permanentes au bras. C'est ta faute. On ne te pardonnera jamais. J'ai gardé celui-là.
Pour me souvenir du moment exact où ils ont compris que je n'étais plus leur filet de sécurité. 6 mois plus tard, je vous écris depuis mon salon. Tout a été refait. Gris anthracite au lieu du beige classique de ma mère. Bastien a plaidé coupable. Il a évité la prison mais a pris 500 heures de travaux d'intérêt général et une mise à l'épreuve. Ses factures médicales s'élèvent à 73 000 €, non couvertes par son assurance à cause de l'ivresse et de l'agression. Il a fait faillite. Il travaille maintenant dans une grande surface de bricolage, à la réception des stocks. Son bras ne s'est jamais remis complètement. Chloé a divorcé, et est repartie vivre chez ses parents à l'autre bout de la France. Son entreprise a coulé car tous ses clients venaient de mon réseau. Mes parents vivent dans un petit 2 pièces en banlieue. Mon père a sa petite retraite et ma mère a dû reprendre un travail à temps partiel à 64 ans, dans la vente. Elle voit peut-être Bastien au travail parfois, je n'en sais rien. Mon père a réussi à m'avoir au téléphone le mois dernier. Ta mère est à l'hôpital. Problème cardiaque lié au stress. C'est ta faute. Non, ai-je répondu. C'est la vôtre. Vous avez choisi de protéger celui qui m'a trahi. Vous étiez mes parents. Maintenant, vous êtes juste des gens que j'ai connus. Adieu. On me demande si je me sens coupable. Non. Je dors mieux que jamais. Je ne me demande plus qui m'utilise. Je sors avec une femme géniale, Vanessa, une comptable qui connaît toute l'histoire et me soutient. Je ne suis pas celui qui a détruit la famille. C'est eux qui l'ont fait. J'ai juste refusé de couler avec eux. Ils ont choisi Bastien. J'ai choisi de tourner la page.